bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le projet immobilier de la baie. Je rappelle que nos travaux et activités se déroulent en français, mais si les participants et les participantes veulent s'exprimer en anglais, ils peuvent le faire. This meeting will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Alors, je m'appelle Danielle Casara et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis également la présidente de cette commission. La commission est également composée de Mme Suzanne Metta et de M. Jean Cahouette. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Reynaldo de Freitas, qui agit à titre d'analyste de la commission. Je vous remercie au nom de mes collègues et de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation, et ce, malgré les défis posés par la pandémie en cours. Pour nous conformer aux règles gouvernementales et normes sanitaires qui s'appliquent, nous entendrons les interventions à distance. Un total de 8 citoyens et citoyennes et représentants d'organismes se sont inscrits et nous les entendons au long de 2 séances d'audition de mémoire. La commission a reçu également 25 interventions écrites qui ne feront pas l'objet d'une présentation orale. Ces opinions, par contre, s'ajoutent à celles que nous recueillons grâce aux opinions en ligne. Alors, ce soir, nous entendrons 4 intervenants qui se sont inscrits d'avance. Nous leur avons proposé de faire leur intervention soit par téléphone, soit par visioconférence. Il est également possible d'avoir plus d'un porte-parole par intervention, au cas où la présentation se fait à plusieurs. Les participants connectés par ordinateur peuvent partager leur écran et ainsi montrer des présentations PowerPoint, des photos ou des vidéos. Les intervenants disposent chacun d'une période de 10 minutes pour exposer leur opinion. À la suite de cette intervention, les commissaires disposeront également de 10 minutes pour échanger avec eux. Enfin, comme vous le savez déjà, la commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Je vous rappelle donc que les propos malveillants ou des interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont irrecevables. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons ce soir pour leur collaboration. Une fois la séance d'audition d'opinion terminée, les archives vidéo ou audio des échanges avec les commissaires ainsi que les transcriptions écrites seront mis en ligne sur notre site Web dans le plus bref délai. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre, les inexactitudes se glissaient dans les propos tenus aujourd'hui, les représentants de l'arrondissement et les promoteurs pourront user de leur droit de rectification. Ils pourront le faire aujourd'hui à la fin de la séance. Sinon, ils auront 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers audio ou vidéo des présentations pour nous fournir des rectifications par écrit. Il s'agira bien entendu de rectifier seulement un fait et non pas d'émettre un commentaire ou un avis. Une fois les consultations terminées, les commissaires entreprendront l'analyse de l'ensemble des informations et des opinions reçues. Nous prévoyons terminer la rédaction de notre mémoire dans les mois à venir. C'est la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, qui remettra le rapport aux élus municipaux. Et ce rapport sera rendu public dans les 15 jours suivant le dépôt du rapport. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Alors, merci de votre attention et nous allons débuter. J'invite maintenant M. Carl Louper à prendre la parole. Je vous rappelle les règles. Vous disposez d'une période de 10 minutes pour exposer votre opinion. Ensuite, les commissaires disposeront également de 10 minutes pour échanger avec vous. Alors, je crois que vous avez une présentation PowerPoint à partager avec nous, M. Louper. Oui, merci. Premièrement, merci de me permettre de faire cette intervention. Je vais continuer en anglais. I'd like to start off by saying that I'm a resident. I live in the borough of Ville-Marie, and I love living in the city of Montreal. It's a beautiful, appealing, public-friendly city, unique in North America. And I think with every development project, this has to be preserved, but also
considered how we can even add to it. And so that's my proposal today, and it's going to focus specifically on the de Maisonneuve part or aspect of the project. So I'll just share my screen. So I saw this image or a similar one in the Montreal Gazette, and I was quite puzzled by the view of de Maisonneuve. You know, the way I see this, it appears to be create a kind of dark, cavernous canyon of tall buildings. And this actually doesn't match the current situation, where there seems to be a much more open area here, at least on the eastern part of de Maisonneuve. But the future plans seem to really encroach on that part of the public space. And so I wanted to understand this a bit further. And after searching, I found more detailed plans. And the answer to my question was immediately on the first image of the proposal of the Projet L'Abbé. So we'll look a little bit closer to explain. This is a close-up of the de Maisonneuve aspect of the street. And I was quite surprised to see that these plans call for partie du lot à acquérir de la ville de Montréal. And what this does is it allows a massive overhang of the construction of the building to really cover what is right now an open area for the public. It limits natural light as well as sight lines and creates a massive overbuild of the project. And if you think of the character of and appeal of the city, this is really the opposite of what is needed. De Maisonneuve over the years is actually becoming a more attractive and interesting street of the city center with beautiful pedestrian areas and terraces, especially towards the west. And we should think of how this could be developed further. The other thing to bear in mind is the Quartier des Spectacles is only a few blocks further to the east. And that brings thousands of people coming through this area, specifically this corner, on a very regular basis. And so what's needed is to open up and not restrict, the public life at the street level. So I have a solution for this. And so here it is. What I propose, instead of the Ville de Montréal to give any aspect of the public space to Projet L'Abbé, I think that in exchange for raising the height restriction, allowing many more floors of the building to be constructed, the opposite should happen, that the Projet L'Abbé should be donating really a comparable part of the other corner, this being the western corner of de Maisonneuve, to the city of Montreal. What this would allow is a large corridor of space to develop for public life at the street level. So instead of having this dark, massive overhang of construction, what we could have is the following, is a beautiful boulevard with tree-lined street, giving natural shade and promoting sort of the green plan of the city, as well as ample space for pedestrian and those thousands of people, coursing through this area on their way to Place des Festivals. So that's really the end of my presentation. I really just want to conclude by saying that there are few opportunities to improve the livability of the city and the appeal, especially for the public. But this is actually one of them. And I think the proposal that I offer is actually very limited in terms of what we can expect from a developer and of potential great benefit to enhancing the quality of life that we have in Montreal. Alors, je vous remercie pour votre écoute.
Merci, Monsieur Louper. Est-ce que je peux vous poser une question en français ou vous préférez Oui, que... allez-y. Pardon? Oui, il n'y a pas de problème. Je veux bien comprendre la proposition que vous amenez aujourd'hui. Puis, premièrement, merci de votre intervention et du soin que vous avez mis à mettre en place le PowerPoint. Euh, si je vous comprends bien, dans la proposition que vous amenez, il n'y a plus de partie qui est en overhang et nous avons seulement une surface lisse. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est qu'il y a un recul oui. du nouveau projet au côté ouest du même bloc, coin de rue. Alors, le coin de rue ouest. Alors, vraiment, il s'agit que là où maintenant est l'édifice La Baie, devrait reculer pour permettre un plus grand espace pour le public. Et vraiment équivalent, et c'est parallèle, disons, au trottoir. D'accord. Donc, votre préoccupation au sujet du projet en général est la perte d'espace public sur le côté Maisonneuve. D'accord. Oui. Est-ce que mes collègues ont des questions avant qu'on reprenne? Oui. Monsieur Louper, merci beaucoup pour votre présentation. Vous vous êtes prononcé, vous avez concentré votre argument sur le côté de la rue Maisonneuve, mais j'étais curieuse de connaître votre appréciation de l'ensemble de l'œuvre. Vous parlez des rares occasions qu'on a, notamment de verdir notre ville. Le projet a certaines propositions à cet effet. Alors, j'étais curieuse de vous entendre si vous aviez une réflexion sur le reste, sur l'ensemble du projet. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'attention portée sur l'autre côté, l'effet sur le côté Sainte-Catherine. Alors, j'ai trouvé ça, bon, bienvenu. La hauteur, c'est une question, évidemment, avec de moins en moins de lumière naturelle qui peut entrer. Mais évidemment, c'est ce qu'on fait si on veut construire en hauteur. Alors, c'était vraiment ce côté-là, je pensais il y avait une claire proposition pour amélioration qui pourrait être faite sans beaucoup nuire, disons, au développement. Si, Jean? Well, yeah. I'm just going to ask you, considering the quality of your presentation and your restraints, I mean, I guess you must be working in urban planning or architecture, am I right? No, I'm not. But in fact, I've had to be involved in some construction projects as part of my work. So I've gotten used to looking at these kinds of images and seeing how things can be adjusted, you know, just to kind of share space or kind of reattribute space for different needs. Okay. And since how long are you living in borough of Ville-Marie? For 12 years. Okay. Yeah, and as I say, I love living in the city. It is beautiful to walk around in our city, which is very different. If you compare Montreal to a lot of cities, well, let's just say Toronto, you can barely walk on the street. You know, everything is built up right to the sidewalk, taking every last square foot possible, imaginable for development. It's really not pleasant. And here, I really see this opportunity because it's not only this block. You can imagine the next one to the east also being developed in the future. It's a parking lot, but you could imagine, you know, an extension of this boulevard. And so, like, really, and if you take the example of de Maisonneuve a little bit more towards the west, you'll see that it's really, there are open spaces. There's room for people. And it can be even appealing to industry as far as, you know, restaurants or terraces, or it could be as simple as having trees and some park benches, you know, that people can enjoy. But it really provides a much better, you know, quality of life at the street level. And I don't think people bear that in mind.
Oui, Dan? je peux. Donc, est-ce que je comprends par votre dernière intervention que vous dites que c'est une occasion parmi d'autres de réfléchir sur l'ouverture de l'espace public sur le boulevard Maisonneuve? C'est bien ça? C'est ça. Et puis, bon, il faut prendre chaque opportunité. Probablement, il y en aura d'autres dans l'avenir. Et chaque fois, si on peut ouvrir et construire vraiment ce genre de boulevard avec des arbres, avec un peu genre parc ou avec des espaces pour le public. Là. Ça, c'est primordial. Merci. Est-ce que vous circulez en vélo sur le boulevard de Maisonneuve, M. Loper? Non, à pied. Ah, OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'était très apprécié, votre présentation, M. Looper. C'est Merci. sûr que nous allons continuer à étudier votre présentation et que si les promoteurs, qu'ils soient de l'arrondissement ou bien du promoteur, ont quelque chose à ajouter au niveau factuel à la fin de la soirée, restez avec nous et ils auront peut-être des informations complémentaires à ajouter en lien avec votre présentation. Okay. Merci. Malgré ça, je dois quitter. Je travaille ce soir. Alors, je prends une petite pause pour faire ma présentation. Vous nous regarderez en différé. Je pourrais être disponible par email si jamais il y a d'autres suivis. Et le restant de la présentation de ce soir va être disponible sur le site web de la commission. Merci. Vous pourrez la regarder en différé. Merci. Bonne revoir. soirée. Merci. Alors, nous allons passer à notre deuxième intervenant ce soir, qui est également un citoyen. Alors, j'invite maintenant M. Claude de Passillé à prendre la parole. On lui rappelle les règles. Vous avez 10 minutes pour présenter votre opinion et après ça, les commissaires disposent de 10 minutes pour échanger avec vous. M. de Passillé. Bonsoir. Je suis là, oui. Tout le monde m'entend? Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais juste peut-être me positionner. Je ne suis pas très connu à Montréal, bien que je sois montréalais. Je suis Claude Boulevret de Passillé. Je suis architecte en pratique privée. J'ai une pratique d'à peu près 25 ans dans le domaine de l'architecture, le design au sens large, donc de la très petite échelle jusqu'à des master plans de 1 km². J'ai travaillé ici à Montréal, bien sûr, mais aussi dans plusieurs villes en Europe et en Amérique du Nord, et plus récemment à New York, dans des grands cabinets dont Kuhn Peterson Fox, très connus pour justement leur gratte-ciel, et aussi RMGM, qui a fermé en Amérique du Nord, mais qui existe maintenant dans plusieurs villes, qui est une firme internationale britannique, on peut dire, mais le siège social est maintenant déménagé à Dubaï. Donc, j'ai gardé de très bons rapports, en particulier avec mon ancien patron qui m'a demandé de démarrer RMGM Canada récemment. Là, on est encore en pourparlers. Alors, la question des gratte-ciels à Montréal est une question problématique, c'est-à-dire que, et là je parle en tant que quelqu'un qui a conçu des gratte-ciels en Chine, un peu partout, à Rio, à Saint-Pétersbourg, Ankara, etc., dans tous les pays émergents. Et évidemment, pas tous ont été construits, mais certains ont été construits. La question du gratte-ciel, c'est que il est difficile de faire un beau gratte-ciel. Il est difficile. En 2021, il est difficile de faire un beau gratte-ciel parce qu'il y a beaucoup de contraintes, comme vous pouvez imaginer, mais aussi parce que, en fait, il faut une volonté. Il faut une volonté de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et une volonté de vraiment... Et en fait, il faut prendre des risques. OK? Et dans une présentation initiale de gratte-ciel comme celle-ci, on voit que c'est une étude... Les images qu'on a vues, c'est une étude formelle, volumétrique. Donc,
On voit la maximisation que le lot peut avoir. Monsieur Roper a bien expliqué la problématique sur la rue de Maisonneuve. On comprend un concept d'escalier, un concept très général, mais le fait est que ce que moi, j'aimerais voir en tant que professionnel dans une volumétrie d'un gratte-ciel au centre-ville de Montréal, c'est quelque chose comme 50 à 100 variations d'une maquette, soit virtuelle, soit en forme réelle, OK? Une analyse systématique de toutes les variations possibles, issues bien sûr du contexte, donc inspirées des formes locales et plus lointaines, comme le Rouen-Royal et le Vieux-Port, je ne sais quoi, mais aussi plus proches, c'est-à-dire les volumétries environnantes, qui peuvent possiblement créer des perforations, des canyons, des volumétries, des sillons, appelons-les comme on veut, mais des formes signifiantes, importantes, qui viennent perturber cette espèce d'étude volumétrique assez, excusez-moi l'expression, mais assez boboche, où on voit le mur rideau, le panneau tympan, qui est l'espèce de protection de 800 mm minimum qui est opaque pour empêcher le feu qui passe d'un étage à l'autre. Donc, qui est une contrainte assez importante dans le gratte-ciel. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. On doit aller beaucoup plus loin. Parce que le bilan des 20 dernières années, disons depuis un beau gratte-ciel, justement, Kuhn Peterson Fox sur René Lévesque, OK? Comment il s'appelle? J'oublie le nom. C'est la tour Marathon IBM. Voilà, Marathon IBM. Ça fait en fait 30 ans. Je dirais que depuis cette tour-là, selon mon analyse, il n'y a pas de beau gratte-ciel à Montréal. OK? Ils sont tous un peu similaires, c'est-à-dire peu ambitieux, avec une identité peu remarquable. Et c'est comme si tout ce que les gens ont appris à l'école en architecture, OK, leur passion, et je suis sûr que la moitié des gens, voire presque tous les gens qui travaillent sur ce projet-là ont une passion, peut-être enfouie sous des années de travail, on ne la voit pas. OK? Ce que je vois, c'est l'ennui. Ce projet-là, c'est l'incarnation de l'ennui et comment je pourrais dire? Le gris. C'est un projet gris. Donc, c'est inquiétant. OK? Moi, je ne veux pas que Montréal soit une ville grise. Je veux que la qualité des gratte-ciels à Montréal, parce qu'il va en avoir d'autres, il va en avoir beaucoup plus. Je suis moi-même à essayer de séduire les développeurs immobiliers pour montrer ma capacité à faire des gratte-ciels. Donc, il doit y avoir au moins quelque chose qui ressemble à une identité ou une volonté de faire une vraie architecture. Parce que là, c'est comme, vous voyez, la mode des voitures blanches en ce moment, là, espèce de SUV un peu informe, tout le monde a la même voiture. J'ai vu une analyse, il y avait comme 40 modèles différents de toutes les compagnies de voitures. C'est tout le temps à peu près la même voiture. Bon, ben là, on parle de l'équivalent architectural. Et donc, je suis certain que les architectes peuvent rebondir et y mettre un peu plus de impetus ou de volonté pour créer quelque chose d'unique qui a une identité avec des entrées principales, des entrées secondaires, une hiérarchie dans les hauteurs, un couronnement, un semblant de parcours, des parcours, un parcours secondaire, un parcours principal, possiblement même une façade exceptionnelle. Donc, un système de panneaux, ou, comme vous savez, le travail récent là, en Revit, le paramétrique, la logique paramétrique fait en sorte qu'on peut faire, avec certains programmes et certains calculs qui existent, c'est des recettes en fait, on peut arriver à diversifier les panneaux de façade. Mais le faire dans une logique économique tout à fait viable. Et donc, donc, on peut arriver à faire vibrer des façades. Donc, arriver à une vibration, des rythmes irréguliers, mais qui se répètent selon des patterns plus vastes sur toute une hauteur de façade, par exemple. Il y a des exemples européens très nombreux en lien avec cela, asiatiques encore plus.
J'ai moi-même travaillé à cela il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que je recommande fortement, c'est une expression de la Ville de Montréal, je recommande fortement au promoteur immobilier principal de convaincre ses collègues et ses collaborateurs de travailler à faire quelque chose qui est digne de l'exception montréalaise et s'il faut, passer en entrevue d'autres architectes, parce que vous savez, à Montréal, ce qui se passe en ce moment, c'est un manque de démocratie en architecture, surtout pour les gros projets. Donc, parce que, évidemment, c'est toujours les mêmes agences qui les attrapent, c'est-à-dire Provencher, Lemay et les autres. Et on ne sollicite pas les gens qui sont dans l'ombre, genre moi, mais tant d'autres. Je ne fais pas ma promotion, là. Je parle de système, je parle de logique. Donc, peut-on penser à des concours pour tous les bâtiments de plus de tant d'étages ou plus de superficie? Peut-on penser à un concours imposé aux développeurs privés qui a un terrain qu'il a acheté, comme en Europe et comme à certains endroits dans certains États américains, mais surtout en Europe et en Asie, un concours, soit sur invitation, soit par hasard, soit on tire le chapeau, ou soit ouvert, anonyme. Il y a plusieurs méthodes, comme vous savez. Donc, excusez, je ne veux pas être dérangé par mon téléphone, ni vous. Voilà. Monsieur de Pesquier, vous savez que vous disposez de 10 minutes et puis je ne voudrais pas priver les commissaires du 10 minutes d'échange. J'ai terminé. Vous aviez terminé? Oui. Alors, si je comprends bien, votre intervention, c'est un cri du cœur, un appel à plus d'originalité dans le monde de l'architecture, dans ce qui se construit actuellement à Montréal. Vous avez nommé la Tour Marathon. Est-ce que dans les nombreux projets qui sont en construction actuellement ou à la veille d'être construits, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement frappé par leur originalité ou bien vous constatez que c'est un problème général? J'en ai vu des centaines de très beaux projets. Ils sont presque tous en Asie ou en Europe. Donc, Montréal? Aucun. D'accord. Montréal, à ma connaissance, il n'y a aucune tour. OK? On parle de tours, là, les projets quand même assez hauts en hauteur, en altitude. Aucun me semble intéressant, ayant même une façade sur 4 qui soit, selon mes critères, intéressante. Peut-être une, mais je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle, une paresse de création, peut-être aussi une peur de la part des promoteurs immobiliers. Donc, une peur de réellement laisser l'architecte offrir quelque chose qui soit intéressant. Mais n'oubliez pas que quand on fait de l'architecture, espérons que ça soit intéressant dans 100 ans, dans 200 ans. Donc, si c'est déjà, en guillemets, quétaine, bon, c'est un terme général qu'on connaît tous, quétaine 10 ans après ou 15 ans après, qu'est-ce que ça va être dans 100 ans? Donc, il doit y avoir une réflexion et on doit laisser le temps à l'architecte de vraiment pondre quelque chose d'intéressant et de songer. Mes collègues ont des questions. Oui, merci beaucoup. Monsieur de Pesquier, j'aimerais vous entendre sur profiter de votre expérience ailleurs, des bonnes pratiques. Bon, vous parlez de variations, ce serait intéressant d'avoir 50 à 100 variations. Est-ce que c'est le genre de pratique qui se fait ailleurs, justement? Est-ce que c'est des processus dans des grandes villes comparables à Montréal qui se font? Bien sûr, je faisais ça moi-même à New York sur au moins un ou deux projets sur lesquels j'ai travaillé. On a fait ça. Donc, c'était une sorte de folie de styrofoam. Dans notre cas, on utilisait du styrofoam, la colle, le styrofoam. Et on était 4 à faire de la sculpture de gratte-ciel, en quelque sorte. Donc, et on déplaçait toujours j'utilise mes mains, là. On avait notre modèle principal qu'on insérait dans un modèle qui était le contexte et on changeait le modèle et on prenait des notes et on prenait des photos, on documentait toutes nos différentes variations qu'on montrait aux clients. C'est une pratique qui est volontaire. Là. Il y a pas c'est une méthode qui est reconnue. C'est une méthode qui est reconnue. Absolument. En fait, on sculpte,
on sculpte l'environnement urbain en quelque sorte. Parfait. Et vous avez terminé toujours dans le même ordre d'idées où en Europe, il y aurait des formes de réglementation qui appellent à des concours pour des bâtiments en haut de tant d'étages, par exemple. Alors ça, c'est des réglementations. Est-ce que vous me parlez un peu plus de ce type de mesures-là qui sont appliquées ailleurs? J'aimerais beaucoup, mais parce qu'elles changent constamment et qu'elles sont très complexes, OK? Je suis moi-même épuisé de recevoir ces courriels-là où ils annoncent comment ça fonctionne. Mais le système des concours existe en Europe depuis environ 1982. En France en particulier, ça a été imposé par Jack Lang à l'époque, le ministère de la Culture. Et ce système-là a fait des petits ailleurs dans les autres pays. Après, ça a été modifié en France au début, donc c'était vraiment la norme. En fait, c'était presque tous les bâtiments publics, OK? Y compris les petites écoles en province, ainsi de suite. Et après, ça s'est modifié parce que l'Union européenne est née et il y a différents types de concours avec différentes catégories, donc ouverts pour tous, sur invitation, avec présélection, bon, ainsi de suite. Mais, pour les bâtiments privés. Oui, public et privé, en effet, okay. Mais principalement public. Et donc, il y a un dictionnaire à écrire sur les méthodes de concours en Europe. C'est pas facile, c'est complexe. Un fonctionnaire de la ville de Montréal pourrait éplucher ça pour nous et nous faire des résumés. Ça serait vraiment bien. Merci. Jean, est-ce que tu aurais une question? Oui, j'en aurais deux finalement. J'ai compris que votre formation d'architecture était en France, hein? Ici et en France, oui. À Montréal et en France. Oui, je suis diplômé de l'École spéciale d'architecture à Paris. Je pense être le seul Canadien diplômé de cette école. OK. Puis autrement, dans le cas de ce projet-ci, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas juste une tour qui est bâtie sur un terrain vierge. Il y a de l'intégration de l'existant, de l'historique, bâtiment. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au... Alors, ça va dans ma philosophie que j'appelle construire par-dessus. C'est-à-dire, depuis le début des temps, OK? Imaginez là, dans le temps de Rome, quand un patriarche là, mourait, OK? Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait sa maison par terre parce qu'on n'avait pas moyen de déménager les murs, on n'avait pas d'autobus, de camions, de machin. On jetait tout simplement les murs par terre et on construisait par-dessus. Ça s'empilait. Si vous allez à Rome, vous pouvez voir ça facilement dans le paysage urbain. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, au lieu de toujours tout le temps démolir, c'est on garde intact un bâtiment historique et on construit par-dessus. Ce que ça nécessite, c'est tout simplement percer des structures à travers les planchers jusqu'aux fondations, même au-delà, juste à ce qu'on appelle l'empattement en dessous de la fondation. Okay? Mais trouvez-vous que finalement qu'il y a une harmonie entre les nouveaux étages proposés et le bâtiment existant? Mais je comprends. Là, c'est une volumétrie générale. Ils sont allés avec la neutralité. C'est un principe général. On fait quelque chose de neutre qui n'est pas trop choquant par rapport à l'existant historique. Je comprends. Mais je pense que dans ce cas-ci, c'est la mauvaise méthode à utiliser parce que le bâtiment qui naît au-dessus de la baie, ben, il a l'air de exactement ça. Il a l'air gris, sans aucune identité, aucune. Donc, il pourrait être à la fois neutre, disons, sans brimer la condition historique, mais avec une identité absolument propre, moderne, contemporaine, aussi riche que l'ancienne. Donc, après, c'est le travail subtil des architectes à faire ça. Monsieur Le Passinier, avez-vous un exemple en tête qui pourrait nous inspirer d'un immeuble commercial du type de celui de la baie auquel on aurait fait un ajout d'une structure moderne et qui serait, à vos yeux, selon votre évaluation, un exemple intéressant? Il y en aurait 2 ou 3 à Toronto. Il y en a plusieurs à Toronto. Il y en a une douzaine. Par contre, plusieurs sont ratés selon moi. Mais il y en a au moins 2 ou 3 qui sont, je dirais, corrects. C'est souvent dans le cas où il y avait une ancienne banque en coin et là, ils construisent une tour et l'ancienne banque devient le hall d'entrée du gratte-ciel. Ça arrive souvent.
Donc, ce n'est pas un bâtiment aussi grand que la baie, mais il y a plusieurs fois, il y a eu cet exercice. À Londres, il y a aussi plusieurs projets où il y a eu cet exercice. Et je dirais que les projets plus intéressants, encore une fois, c'est en Europe et en Asie. En Hollande, l'agence MVRDV, vous pouvez noter MVRDV, qui est une agence ultra connue et très occupée en Europe, on fait ça, c'est-à-dire ajouter par-dessus l'existant de façon très intéressante. Plus récemment, j'ai vu des projets à Shanghai. Là, le nom des agences, je ne sais plus, il y en a tellement, et il y a tellement de projets et tellement d'agences, j'arrive plus à me rappeler, mais à Shanghai, à Pékin aussi, et on devrait dire Beijing. Et puis sinon... dans des villes européennes ou des grandes villes américaines? Oui, Berlin. À New York, possiblement aussi. J'arrive plus à me rappeler quel projet, mais oui, à New York, à 2 ou 3 endroits, à Manhattan ou à Brooklyn, en fait, plutôt Brooklyn. Donc, ces projets existent. Il y a des références et il faut les analyser. Ce n'est pas toujours joyeux, mais parfois, oui. Parfois, c'est-à-dire que l'ajout ne détruit pas l'ancien, ni symboliquement, ni formellement, ni au niveau esthétique. Et c'est tout simplement comme une excroissance de la réalité 1800, 1900 aujourd'hui. Il y a comme une évolution naturelle dans l'échelle. Et ce n'est pas choquant. Merci. Est-ce que mes collègues ont d'autres questions? Oui, j'en aurais une autre. Et ça se veut surtout pas là, un jugement de valeur de ma part sur l'architecture à Montréal. C'est vraiment en lien avec votre commentaire que vous avez fait. Vous dites, bon, Montréal est un peu standard, un peu gris. Ça manque de relief, hein? C'est ce qu'on comprend dans vos commentaires. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que le design, est-ce que l'architecture plus diversifiée amène des contraintes aussi qui peut-être expliqueraient ici, dans la ville de Montréal, un manque de diversité au niveau de l'architecture? C'est une question selon votre point de vue à laquelle il faut répondre ici. Très complexe. Je peux dire juste de grandes généralités. C'est que visiblement, c'est culturel. OK? Donc, c'est culturel et ça remonte à comment les étudiants ont leur enseignement à l'université, dans les universités. Et après, ça remonte à la culture des développeurs immobiliers eux-mêmes. Donc, ils demandent à l'architecte de travailler. Et c'est le standard, donc, le standard social. Donc, si je vous donne un exemple. En France, j'ai habité en France. J'ai habité 4 ans à Paris. Et j'ai fait le test. J'arrêtais sur la rue devant un grand bâtiment spectaculaire. J'arrêtais dans la rue au hasard avec des amis. On arrêtait une personne, on lui demandait « Qu'en pensez-vous » On pointait le bâtiment. C'était une vieille dame avec son caddie, un plombier qui sortait avec son gros sac de plombier, ainsi de suite, au hasard. Et les gens avaient un point de vue très pointu, toujours. Personne n'a dit « Je ne sais pas, je ne connais pas ça ». Ici à Montréal, j'ai fait le même exercice plusieurs fois avec d'autres amis. J'attrape quelqu'un, je dis « Qu'en pensez-vous » Et la personne dit « Je ne sais pas, je ne connais pas ça ». Voilà la différence. C'est que l'architecture est une valeur importante en Europe et c'est enseigné et c'est discuté dès un très jeune âge et les gens en parlent et c'est un sujet de débat et c'est quelque chose qu'on attend. Tandis qu'à Montréal ou au Québec, au sens large, au Québec, c'est vu comme un sujet d'experts, beaucoup trop d'experts. Il est vrai que les architectes sont souvent, c'est une tribu tellement restreinte, petite, que s'il y avait des émissions le vendredi soir, au lieu de, je ne sais pas quelle émission à Radio-Canada, ça serait une émission d'architectes qui débattent sur les projets, ça serait autre chose. Mais donc, c'est vu comme un sujet pointu d'experts pour lequel les gens n'ont pas le droit d'avoir un point de vue. Ou s'ils en ont un,
il est malheureusement souvent un peu naïf, contrairement à disons, une personne équivalente en Europe qui, en fait, moi, je l'ai fait aussi à Barcelone, je l'ai fait partout que j'allais en Europe, et les gens ont souvent des points de vue assez sophistiqués. Et des fois naïfs, mais la plupart du temps assez sophistiqués. Donc, Merci. c'est culturel. Merci. Jean, as-tu une autre question? Non, c'est beau. C'est beau? Bien, Monsieur Despaciers, il ne me reste plus rien qu'à vous remercier pour votre intervention. Et puis, je vous invite à suivre la suite de la commission et naturellement à prendre connaissance de notre rapport quand il sera produit. Merci. Merci à vous. Merci. Là, Daniel, Madame la Présidente, est-ce que les autres personnes sont déjà présentes? Bien, c'est ça. Nous sommes censés avoir une pause à 19h55, ouais. Mais là, le Rinaldo me dit qu'il n'y a personne qui est en attente. Non, pour l'instant, il n'y a personne. Le prochain inscrit, c'est M. Emmanuel Château-Didier. Oui, à 8h10. On a toujours demandé aux participants de se connecter une dizaine de minutes à l'avance. Mais comme il y aurait la pause, donc il pourrait lever séance pendant quelques minutes. D'accord. Et revenir vers, je dirais, 20h. À 20h? Sinon, je vous préviens également si les participants arrivent avant. Oui. Nous ne partirons pas loin. Okay. Alors, nous sommes de retour de la pause. Et nous allons reprendre avec un troisième intervenant ce soir. Il s'agit de M. Glenn Castanera qui représente Montréal Centre-Ville et qui vient nous exposer l'opinion de l'organisme qu'il représente. Par souci de transparence, je vais dire que je connais M. Castanera. Nous avons déjà siégé sur le CA de la CEDEC, Plateau Montréal Centre-Sud ensemble. Enchanté de te voir ce soir. Plaisir d'être avec vous. La parole est à vous, M. Castanera. Merci beaucoup de me recevoir, mesdames, monsieur le commissaire. D'emblée, m'excuserez, nous n'avons pas pu produire de mémoire, ni même de présentation. Nous sommes en ce moment débordés avec la gestion de la crise un peu et la préparation pour la saison estivale. Et comme vous l'avez appris de la bouche de notre premier ministre, nous accélérons maintenant la cadence pour être prêts à accueillir la visite au centre-ville. Donc, vous m'en excuserez. Je vais toutefois donc m'en tenir au grand point de la position de notre organisation et j'espère laisser assez de temps pour répondre à vos questions. C'est surtout ça que je souhaite faire, les précisions, peut-être interpréter certaines données que je partagerai avec vous. D'accord. D'emblée, notre organisation Montréal Centre-Ville, dont je suis le directeur général, c'est la Société de développement commercial du Centre-Ville de Montréal. C'est la plus grande société de développement commercial du Canada. On représente 5000 places d'affaires, 5000 entreprises, environ 7000 places d'affaires, sachant que certaines entreprises ont plus d'une place d'affaires au centre-ville. Notre territoire qui comprend entre la rue Attroiteux, la rue Saint-Urbain et la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine pour ce qui est du Nord-Sud. Distinction importante à faire ici, nous sommes une société de développement commercial qui, contrairement à la plupart des SDC qui s'appellent BIA, BID à travers le monde, ne représente que les occupants. Donc, nous ne représentons pas les propriétaires fonciers. Donc, nous nous exprimons ici aujourd'hui en tant que représentants des places d'affaires et ça inclut tout le monde, allant du plus grand siège social jusqu'au cordonnier du troisième sous-sol, comme on dit. Notre mission, contribuer au dynamisme économique, commercial et rayonnement et à la qualité de vie du centre-ville. Donc, concernant le projet en question qui nous a été présenté, entre autres par les représentants du développeur, on a pu poser nos propres questions et en parler avec notre conseil d'administration. Je vais vous partager 5 grands axes qui nous permettent de prendre une position favorable envers le projet qui est présenté à l'OCPM. Donc, 5 grands points qui sont le symbole important que cela représente et l'historique des lieux. On est dans le qualitatif, mais dans le quantitatif, c'est l'impact sur le patrimoine, la situation des bureaux au centre-ville, l'impact sur l'animation du centre-ville, donc l'aspect rez-de-chaussée, et le dernier élément, la protection du Mont-Royal, qui est pour nous un élément extrêmement important. Donc, pour ce qui est de la symbolique, je tiens à rappeler au commissaire qu'il y a une particularité avec ce projet-là, puisqu'il s'agit du premier et le seul en ce moment au Canada. Il faut
faut savoir que la baie du Thon a plusieurs immeubles historiques à travers le Canada. J'imagine que le promoteur vous en a parlé, mais pour notre part, de collaborer avec différentes SDC à travers le pays. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la baie du centre-ville de Vancouver n'existe plus. Une importance historique tout aussi importante que la nôtre, et celle de Winnipeg est en ce moment placardée, à un tel point que le gouvernement a investi plus de 25 millions de dollars, a annoncé du moins 25 millions de dollars pour tenter de sauver l'immeuble. Nous sommes donc extrêmement choyés au centre-ville de Montréal de voir notre immeuble de la baie faire partie d'un projet de redéveloppement tout en protégeant, et j'insiste, en protégeant l'activité commerciale au rez-de-chaussée. Mon discours serait tout autre si on avait ici une vocation qui viendrait à changer. À savoir que le projet, à notre avis, s'inscrit parfaitement avec la transformation que vit en ce moment le centre-ville de Montréal. C'est-à-dire une accélération d'une transformation qu'on voit de plusieurs années, et ça me fera plaisir de répondre à vos questions là-dessus. Mais si on regarde, ne serait-ce qu'immédiatement alentour, le redéveloppement, le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, qui est en surface, mais bien sûr avec tous les travaux en souterrain, du Square Phillips, qui vise d'abord et avant tout d'offrir et de faire de notre centre-ville, qui en est un de calibre mondial, de réaffirmer son rôle comme étant une destination de premier choix, tant pour les travailleurs que pour les visiteurs, que pour les résidents. Et bien sûr, je ne peux passer sous silence l'impact historique. Là, nous aurons bien sûr Héritage Montréal qui s'exprimera, mais sur l'histoire des lieux. Vous n'êtes pas sans savoir, puis le moment est très propice, là, que le site qui est en discussion en ce moment, qui est le premier magasin Morgan, eh bien, Henry Morgan, que l'on traitait de fou quand il s'est installé à cet emplacement-là, puisque le centre-ville se retrouvait dans le Vieux-Montréal. Et c'est en grande partie grâce à cet immeuble-là que le nouveau centre-ville a vu le jour. Vous comprendrez qu'en tant qu'ambassadeur du centre-ville de Montréal, je suis extrêmement fier de voir que ce même immeuble, en pleine pandémie, alors qu'on dit que c'est fini l'ère des bureaux, eh bien qu'on va traiter de fou ce développeur-là. Je suis tout à fait fier de voir que l'histoire se répète. Moi, je l'espère que ce sera pour le mieux. Alors, ça, c'est pour l'aspect symbolique. Maintenant, pour l'aspect patrimonial. Il est important, et nous voyons d'un bon œil l'intégration architecturale et la préservation du patrimoine, la façon qu'elle nous a été présentée, de l'information dont on détient. Il est pour nous primordial que le patrimoine au centre-ville soit protégé et maintenu. Il en va de ce qui nous distingue des autres grands centres-villes du monde et ce qui contribue à notre positionnement, donc pour toute notre clientèle, là, que je ne répéterai pas, que l'on vise à attirer. Alors, ce qui est proposé ici nous rassure et on est confiant que ce qui est proposé là est un bon exemple de préservation de notre patrimoine architectural, en plus de respecter la vocation du lieu qui en est un de commerce. Nous croyons aussi qu'il contribue de façon adéquate et je dirais même exemplaire à la mise en valeur des éléments patrimoniaux du lieu. Donc, bien sûr, l'immeuble, je reviendrai plus en détail là, parce qu'il y a un impact sur le rez-de-chaussée, mais l'esprit du lieu, le Burks en diagonale, qui a un rôle extrêmement important dans le positionnement du centre-ville, et le Square Phillips. On ne peut qu'espérer que le redéveloppement des autres immeubles environnants, il y en a un autre en biais, là, en diagonale, que l'on espère respectera et suivra le même exemple précédent, j'ose dire, là, qui est fait ici. C'est comme ça qu'il devienne la norme là, en toute matière de patrimoine au centre-ville. Ça, c'est pour ce qui est du patrimoine. Pour ce qui est des bureaux, je tiens à dire qu'on voit extrêmement positivement ce projet-là pour ce qui est de son impact sur l'offre des bureaux au centre-ville. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Il est important de savoir que la transition et la transformation que l'on verra dans les tours à bureaux du centre-ville, qui est accélérée, et j'insiste sur le terme accélérée par la pandémie et non pas causée par cette dernière, nous démontre clairement qu'il y a un besoin grandissant de bureaux de catégorie A, qui est précisément ce qui est proposé ici par le promoteur. Alors que ce que nous voyons, c'est un taux d'une occupation qui explose dans les immeubles de catégorie C. Il est important de savoir pour la Commission que les immeubles de catégorie C dans les bureaux au centre-ville ne représentent que 5 % de notre parc immobilier. On est très chanceux. Alors que les bureaux de catégorie A représentent 60 % et la balance catégorie B, donc d'une moins grande importance. Je tiens à préciser que nous dévoilerons demain, là, il y a une question de timing, je m'en excuse, la 3e édition de l'État du centre-ville que je pourrais partager avec la Commission,
qui servira de référence par rapport à ce que je vous partage en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une demande réelle de la part des employeurs pour des bureaux de catégorie A. Et on va voir une multiplication des entreprises à la recherche de ce type de bureau-là, pour la simple et bonne raison, et ce qui m'amène au prochain point, qui est que ce qui va permettre au centre-ville, à tous les centres-villes, au centre-ville de Montréal, entre autres, d'attirer et maintenir les grands employeurs et le talent, donc la main-d'œuvre qui est recherchée pour ces travailleurs-là, c'est en offrant un environnement de travail qui est stimulant et de haute qualité. Alors, ça commence bien sûr dans les immeubles. Et donc, ça m'amène à l'animation au rez-de-chaussée parce que cette expérience-là va se poursuivre sur rue et sur le domaine public. Alors, nous sommes extrêmement, nous sommes très agréablement surpris de voir toutes les interventions qui visent à améliorer la connectivité de l'immeuble avec son environnement au rez-de-chaussée. Je parle ici de la dynamique, entre autres, sur la rue Sainte-Catherine, avec le retrait de la marquise, avec la transparence des fenêtres. Ce sont tous des éléments que dans ce qu'on appelle en anglais le urban retail, donc le commerce en milieu urbain, le comportement du consommateur, sont extrêmement importants pour rehausser l'expérience des consommateurs et des visiteurs. Il en va de même, surtout, en fait, ça c'est tout nouveau pour nous, la dynamisation de la rue Maisonneuve. La rue Maisonneuve, sans commenter la structure qui est là actuellement avec la baie, souffre malheureusement avec plusieurs tours à bureaux qui s'intègrent mal avec le rez-de-chaussée. Il est important d'avoir cette connectivité-là entre les tours à bureaux et leur environnement. Ce que nous voyons ici de la part du promoteur est quelque chose qui est tout à fait exemplaire, que je pourrais comparer ici, là, si vous cherchez des bons exemples sur la rue Maisonneuve, c'est la tour d'Elouette qui le fait très bien, entre autres. Bien sûr, ici, et ça aussi c'est intéressant, la rue Union, qui est sous-exploitée, mal utilisée. En ce moment, toutes ces fenêtres-là sont placardées. Ce qui est proposé est tout à fait cohérent avec les meilleures pratiques, donc l'ouverture vers la rue. Alors, et aussi le respect de l'échelle de la rue. Vous aurez plusieurs experts qui sont beaucoup mieux positionnés que nous pour commenter l'aspect architectural de la chose, mais d'un point de vue commercial, il est extrêmement important que cette échelle-là soit respectée, c'est-à-dire le retrait qui est proposé en maintenant le nombre d'étages actuels de la bâtisse historique correspond tout à fait aux besoins des zones commerciales d'avoir une certaine échelle. Je m'explique. Personne n'aime magasiner ou se balader entouré de méga-tours anonymes de plusieurs dizaines d'étages. Pour le rôle que doit jouer Sainte-Catherine en tant que la plus grande artère commerciale du pays, il faut protéger cette échelle-là et nous croyons que ce projet-là va faire très bien. Le dernier élément, qui est la protection du Mont-Royal, ou du moins la protection des perspectives, une tentative de minimiser autant que possible l'impact sur celle-ci. C'est important de savoir que pour nous, chez Montréal Centre-Ville, la protection de la vue du Mont-Royal et la protection des hauteurs, bien sûr, celle-ci n'en fait pas menace, est extrêmement importante puisque, comme je le disais plus tôt, dans les atouts qui font de notre centre-ville une destination et qui nous permet de nous distinguer des autres centres-villes du monde, vous comprendrez que la montagne en fait partie, bien sûr. Alors, je m'arrête là. Je souhaite surtout répondre à vos questions là-dessus, mais vous comprendrez donc qu'on a un impact, un avis favorable envers le projet. J'oserais dire conditionnel, bien sûr, à tout ce que j'ai dit plus haut. Est-ce qu'on a vu du projet? On est tout à fait séduit et on croit que c'est un projet qui s'inscrit tout à fait dans la relance et dans le positionnement du centre-ville. D'accord. Merci, M. Castera. Je vous rassure tout de suite. Vous avez tenu votre temps en 10 minutes et quelques poussières de secondes. Et naturellement, toute votre présentation est sténographiée de toute façon. Alors, on a comme l'équivalent d'un mémoire. Si vous, naturellement, vous voulez ajouter d'autres éléments par écrit par la suite, vous pouvez nous envoyer. Et là, c'est bien, on a une période d'échange qui va pouvoir revenir sur les différents points que vous avez mentionnés. Si je comprends bien, vous faites partie, votre organisation fait partie du clan des optimistes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à tous les jours, nous amène un sondage avec un son de cloche différent sur l'avenir du centre-ville. Les travailleurs vont-ils revenir? Les condos vont-ils se remplir? Sur quelle base fondez-vous votre analyse? C'est une excellente question. Et oui, je tiens à dire que nous sommes optimistes, mais parce que nous nous basons sur des faits. Et donc, les données sur lesquelles on se base
Il y a d'un, les tendances internationales, on voit ce qui se passe dans d'autres villes, mais si on se concentre strictement sur Montréal, nous commandons en collaboration avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal des analyses indépendantes qui visent justement à faire état de la situation du centre-ville. C'est d'ailleurs le rapport qui sera dévoilé demain pour sa 3e édition, rapport qui s'appelle « État du centre-ville ». Dans notre optimisme, il y a l'élément que je vais essayer de le segmenter. Le retour des travailleurs d'abord et avant tout, et ensuite on s'attaquera aux résidences. Le retour des travailleurs, c'est important de savoir qu'avant, en fait, les données moyennes, parce que différentes études qui existent, différents sondages, la moyenne dit que le retour des travailleurs sera sur une base, du moins, les travailleurs de bureau, en moyenne, vont continuer de travailler 10 à 20 du temps en télétravail. C'est les prévisions générales. Je tiens à préciser aux membres de la commission qu'en 2019, c'était très précisément exactement les mêmes données. C'est-à-dire, avant la pandémie, c'était déjà une tendance qui se préparait. Donc, les nouveaux employeurs, surtout ceux des industries culturelles et créatives ou de l'information, étaient déjà vers une migration du télétravail de 10 à 20 du temps, donc 1 à 2 jours par semaine en télétravail. À savoir que télétravail ne veut pas dire travailler de la maison. Ça veut dire travailler d'un autre lieu que du bureau permanent. Donc, est-ce que c'est le café, le restaurant, le parc, la bibliothèque? Vous comprendrez que c'est des tendances qui existaient déjà bien avant la pandémie. Alors, la pandémie vient accélérer et concrétiser ce changement. Nous verrons certainement une baisse du nombre d'emplois que l'on pourrait considérer comme étant traditionnels. Vous comprendrez des emplois qui visent à de la gestion de données, des choses pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir un environnement stimulant ou un milieu de concentration de différents employeurs. Ceci, on peut s'attendre à ce qu'ils migrent ailleurs et que ceci soit remplacé, on voit déjà la demande qui existe, par des entreprises, surtout du secteur, donc industrie culturelle, créative, secteur financier, qui nécessitent un lieu de travail, architectes, des cabinets d'architectes, par exemple, qui ont besoin de ce lieu de travail-là pour se renseigner. Alors, tout ça pour dire qu'on s'attend à, oui, un ajustement de la demande de la superficie des bureaux, mais bien loin d'une réduction, un ajustement dramatique. En fait, beaucoup moins que ce qu'on s'apprête à voir dans le commerce de détail dans les régions métropolitaines de Montréal. Je fais ici une comparaison. Nous verrons, bien sûr, la fermeture de plusieurs centres d'achat périphériques, plusieurs bureaux en périphérie de Montréal, donc de catégorie B et C, qui n'offrent pas de valeur ajoutée pour ces travailleurs. Je m'arrête là parce que je voudrais surtout préciser si vous avez plus de précision. Ensuite, pour ce qui est du résidentiel, je tiens à rappeler aux membres de la commission que jamais, depuis les années 60, n'a-t-on eu autant de résidents au centre-ville de Montréal et que nous dévoilons demain des données qui démontrent que les mises en chantier pour le premier trimestre de 2021 surpassent, en fait, ont plus de doublé depuis le premier trimestre de 2020. Ce qui démontre qu'il y a une forte pression en ce moment pour le résidentiel au centre-ville. Enfin, une donnée que j'aurais dû préciser aussi, qui sera précisée demain, est que le taux d'occupation des bureaux au centre-ville de Montréal, en ce moment, il est au même niveau qu'en 2019. Alors, il y a eu une petite baisse. Maintenant, il faut tout prendre avec des nuances, là. Tout n'est pas rose. Les tendances dans les bureaux, nous allons voir l'impact dans les 5 à 10 prochaines années, alors que les baux viendront à échéance. On a la chance de voir comment se répercute cette transformation-là dans les baux à courte durée, spécialement dans les bureaux on considère comme coworking, mais en réalité comme WeWork, par exemple. Et au début de la crise, a vu un taux d'inoccupation exploser, bien sûr, parce qu'ils ont des baux flexibles, mais qui déjà peinent à répondre à la demande. Alors, voilà. La demande existe, elle se précise et elle sera là. Rien qu'une précision au niveau des espaces locatifs qui sont vides actuellement. Est-ce que vous pourriez quantifier de quelle catégorie ils font partie surtout? Est-ce que c'est dans les bureaux? Alors, dans les bureaux, c'est en fait, si vous me donnez quelques instants, je vais pouvoir vous ouvrir le document que je suis justement en train de préparer notre annonce pour demain. Mais fort majoritairement dans les tours de catégorie C. Donc, celles qui ne représentent que 5 du parc immobilier. Encore une fois, il est tout à fait conforme avec les besoins du marché, donc qui n'a pas besoin de ces. Vous comprendrez, là, je vais faire une petite comparaison peut-être un peu boiteuse. On dit souvent, entre travailler d'une tour à bureau, un peu comme mon bureau, qui n'est pas un bon exemple, avec la moquette grise et des murs beiges, et travailler de la cuisine, on préfère souvent travailler de la cuisine.
Alors, si ça peut vous aider à voir vers où on s'en va dans les bureaux, là, ça prend une valeur ajoutée. J'ai plein d'autres questions, mais je vais laisser la chance à mes collègues. On va commencer par Suzanne. Oui, merci beaucoup, Monsieur Castanera. C'était très intéressant et j'anticipe votre rapport de demain avec plaisir. Vous avez parlé de la vue sur le Mont-Royal, qui est une valeur importante pour vous. Qu'en est-il de la vue sur le Saint-Laurent? Est-ce que c'est quelque chose aussi pour laquelle vous accordez une valeur? C'est une excellente question. La réponse courte serait oui, mais je dois vous admettre qu'on ne s'est jamais positionné sur cet élément-là. En fait, c'est un élément sur lequel on devrait se pencher davantage. Oui. Ça va, je n'ai pas d'autres questions. Je crois que le rapport de demain va être très, très éclairant. On a peu de temps aujourd'hui, puis tomber dans les détails des statistiques, c'est peut-être pas la meilleure plateforme pour le faire. Jean? Moi, j'en aurais deux, finalement. Voudriez-vous me redonner les pourcentages d'études de catégorie A, B, C? Est-ce que c'était du actuel ou du projeté? Du actuel. OK. Donc, on était à combien dans le A, combien dans le B, combien dans le C? En fait, excellent. Il vient d'apparaître devant moi. Donc, les immeubles de classe A représentent 60 % de l'offre. Les immeubles de classe B représentent 35 % de l'offre. Et les immeubles de classe C représentent 5 % de l'offre. OK. Donc, on est déjà bien pourvu en immeuble de classe A. En fait, on est chanceux. On a un bon parc immobilier de classe A. En effet. Donc, autrement dit, ce qu'on va rajouter, ça va venir encore dans la catégorie, dans la classe A. En effet, sachant toutefois que la demande en bureau de classe A est en croissance. Je vous reviens avec un exemple concret. Je comprends votre point parce qu'on pourrait faire ici la comparaison avec la superficie en commerce de détail. Je pourrais d'emblée vous dire que le commerce de détail en souterrain et en galerie marchande est bien au-delà du ratio dont on a réellement besoin. Ça ne servirait à rien d'ajouter un nouveau centre commercial. Dans le cas qui nous concerne, les immeubles, je vais vous donner l'exemple de cette migration vers les immeubles de catégorie A. Vous avez des locataires en ce moment dans des classes C qui migrent vers des classes A. Un exemple de cela, c'est SAP Canada. SAP Canada, qui était dans un immeuble de catégorie B, a migré à la place Ville-Marie et de catégorie A. Et on va voir, en fait, c'est la même chose aussi pour Cossette, qui était dans un immeuble de catégorie B et qui migre aujourd'hui chez WeWork, ironiquement, qui est un immeuble de catégorie A, qui est le domaine du Ma deuxième question que j'aurais, c'est en quoi, finalement, on est différent, finalement, comme développement de centre-ville par rapport à d'autres capitales? En ce sens, est-ce que c'est comme si on suit juste la tendance mondiale sans avoir de particularité. Donc, on pense, je ne sais pas, c'est comme si, à un moment donné, remarque en bourse, des fois, on dit que le mouvement contrarian, où on peut faire différent des autres, ça a une longueur d'avance. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas compris en quoi on est différent. C'est une très bonne question et je vais être sûr de bien la saisir. Alors, corrigez-moi si ma réponse ne va pas précisément vers où vous voulez aller. Parce que il est vrai qu'on a tendance, malgré, et c'est peut-être éditorial comme commentaire, là, mais malgré plusieurs travaux qui ont été faits pour relancer le centre-ville, des stratégies autour du centre-ville, la question que vous posez semble qu'elle n'a jamais réellement été mise au clair. Ça dépend du porte-parole, en fait. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? En tant que porte-parole du centre-ville et pour nous comparer avec les autres grands centres-villes du monde, on se compare surtout de par notre diversité à notre centre-ville. Par diversité, je veux dire la diversification des usages. Nous avons habituellement un centre-ville va être soit un business center. Oui, et là, j'ai le centre des affaires, alors, le district des affaires, alors que des bureaux et peut-être quelques lieux de diffusion culturelle. Nous avons la chance d'être à la fois le plus grand pôle d'emploi, oui, le Business District. Nous sommes, donc c'est 300 000 travailleurs, mais pas que. Alors, nous sommes aussi le plus grand pôle universitaire au pays, ce qui nous offre plus de 170 000 étudiants, donc à l'abri de toute récession, on s'entend. Nous sommes aussi le plus grand pôle culturel au Québec, et je crois au Canada, mais je ne voudrais pas m'avancer trop, avec des centaines de lieux de diffusion culturelle. Et la première destination touristique au Québec, avec 11 millions de touristes pré-pandémie, bien sûr, qui frôlaient le centre-ville. Et de plus en plus,
Et j'espère que c'est vers là qu'on va s'en aller davantage. En fait, c'est la clé pour assurer la pérennité du centre-ville, c'est d'en faire de plus en plus un quartier résidentiel, chose qu'il a perdue depuis les années 50 et 60. Alors, c'est vraiment ce qui nous distingue. Je vais nous comparer, si vous me permettez, avec Edmonton pour vous faire un peu extrême comme exemple. Mais Edmonton, dont le centre-ville est d'abord et avant tout un quartier d'affaires. Ce ne sont que des tours à bureaux. Et pire que cela, ce ne sont que des tours à bureaux qui abritent généralement des sièges sociaux d'entreprises de l'industrie des ressources naturelles. Ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes, oui, le plus grand pôle des sièges sociaux au Québec, mais avec une diversification même dans notre économie. Alors, où on a l'industrie culturelle créative, financière et plusieurs autres, donc des technologies. Aujourd'hui, si vous allez dans le centre-ville, si j'étais porte-parole du centre-ville d'Edmonton, je serais beaucoup moins optimiste. Parce qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'on ne doit pas juste se comparer aux autres villes du Québec. Là. Les villes-centres, maintenant, se comparent d'un pays à l'autre, finalement. Autrement dit, on se compare à Edmonton, on se compare à Los Angeles, on se compare à Boston, on se compare à d'autres villes. L'attractivité par rapport aux jeunes, par rapport aux entreprises se passe à cette échelle-là maintenant. En fait, si vous me permettez d'ajouter à cela, ce serait une erreur pour nous, donc je parle bien du centre-ville de Montréal, de se comparer au centre-ville du Québec. Le rôle des centres-villes des grandes métropoles est le même, peu importe leur nation ou leur État. Donc, et mon discours changerait si on décidait comme société que la métropole du Québec était Trois-Rivières. Ben, ce serait une autre histoire. On se concentrerait tous chez Trois-Rivières. Le rôle du centre-ville de Montréal est le même que celui du centre-ville de Berlin, mais ça la donne que c'est une capitale, alors un peu plus que San Francisco et Chicago, par exemple. Merci. Oh. J'aurais des questions supplémentaires, s'il vous plaît. Vous avez parlé de l'animation du centre-ville, du rez-de-chaussée, que vous étiez surpris des interventions qui favorisent l'animation sur la rue Sainte-Catherine. J'aimerais vous entendre sur le boulevard de Maisonneuve, où vous avez commenté sur une fenestration ouverte sur la rue, mais c'est quand même un espace à bureau qui donne sur la rue. Et un peu plus tôt, aujourd'hui, on a eu une intervention qui questionnait, dans le fond, ce surplomb qui vient, dans le fond, recouvrir le passage. Vous parliez justement du quartier des spectacles qui est tout près. Quelle est votre appréciation justement de ce surplomb justement sur le passage, sur la voie publique, sur cet espace public qui vient un peu être encadré par le bâtiment, finalement, qui vient peut-être rétrécir un peu cet espace public-là? M'excusez, je ne suis pas entièrement sûr de comprendre ce à quoi vous faites référence par le surplomb. Je suis en train de rouvrir le document devant mes yeux. J'avais mémoire. Vous parlez de la hauteur ou il y a réellement un surplomb qui va sur la... Dans le fond, c'est que le bâtiment vient... en haut du basilaire, vient dans le fond comme recouvrir le passage de l'est vers l'ouest du bâtiment, et même que la partie à l'ouest, on vient dans le fond avancer le bâtiment pour occuper une partie qui actuellement est un espace public. Alors une intervention plutôt disait plutôt le contraire de ce que vous avez dit. C'est dans ce cas-ci, justement, considérant le quartier des spectacles, on devrait plutôt justement ouvrir, avoir ce grand boulevard comme on voit dans les métropoles. On peut parler de Barcelone avec Passeig de Gracia, on les voit bien, là, ces grands boulevards-là, la 5e avenue. Et comme vous l'avez apprécié du côté de Sainte-Catherine, je me demandais quel est votre regard, Montréal Centre-Ville, sur l'animation sur rue et l'espace public sur le boulevard de Maisonneuve, de façon, on va dire, générale, si vous voulez. Alors, merci. En tout cas, j'aime ça, des bonnes questions comme ça. Depuis tantôt, vous me lancez d'excellentes questions. C'est très agréable. C'est un beau challenge. D'emblée, il est vrai. Alors, en effet, il n'est pas dans la mesure où... vous avez donné des excellents exemples avec Fifth Avenue, Madison Avenue, par exemple. J'aime beaucoup l'exemple de Chicago. Pour moi, est un exemple fantastique d'une métropole qui réussit à avoir des gratte-ciels qui s'intègrent bien dans un cadre bâti, ou du moins de façon exemplaire. Il est dans les meilleures pratiques de s'assurer que l'immeuble soit en continu et donc sur la ligne de propriété, ou du moins d'éviter
toute forme de marquise, qui est un peu ce qu'on avait sur Sainte-Catherine. De ce que je vois, je vous admets qu'on ne s'est pas penché en détail là-dessus. En fait, je ne l'avais pas réalisé avant que vous le mentionniez. Et là, je le vois qu'il y a réellement une dent qui entre un peu à l'intérieur. Donc, en effet, ce ne serait pas dans les meilleures pratiques. Il pourrait être avantageux, là, on y va dans le détail, de s'assurer, je reprends l'exemple ici de la maison Manuvie, qui fait bien, d'avoir une grande ouverture complète sur la rue. Ceci étant dit, je ne la vois pas comme étant, c'est clairement une amélioration, bien sûr, ce qui était là avant, ça ne mérite même pas qu'on en parle, mais une nette amélioration de ce qu'on voit ailleurs. Mais il serait de meilleure pratique de s'assurer qu'on vienne qu'on soit en continu, à moins qu'on nous fasse la démonstration que la volonté soit d'animer cet espace. Et quand je parle d'animation, c'est d'installation d'art public, d'installation de mobilier urbain public, d'espace, un café avec une terrasse, eh bien là, ça justifierait peut-être cet espace-là. Ce qu'il faut éviter, en fait, c'est un espace qui soit mort. Je vous remercie. J'ai 2 questions. Bon, alors, on va aller sur le terrain du patrimoine. Vous avez parlé naturellement que c'était une bonne chose et que vous saluez le soin qu'on donne à la restauration du bâtiment d'origine, contrairement à l'abandon que d'autres magasins ont vécu dans d'autres villes au Canada. Est-ce que vous ajoutez est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à restaurer aussi l'intérieur au maximum de son potentiel d'un bâtiment original comme ça, du point de vue d'un commerce? Avez-vous des idées, des exemples aussi de grands magasins ailleurs dans le monde qui ont vécu une transition ou un ajout comme celui qu'on nous propose dans le projet La Baie? Encore une excellente question. Malheureusement, j'aurais dû me préparer. Je n'ai pas les exemples à travers le monde de transformation. Il y en a. J'ai envie de vous donner l'exemple de Lisbonne, et je suis biaisé étant un film de là, mais les galeries du Chiado, qui est dorénavant un centre commercial, à côté de la plus ancienne librairie au monde, si je ne m'abuse, qui est un bon exemple d'intégration, donc c'est un théâtre qui a été transformé en centre commercial. Ici, je n'ai pas d'exemple. Comment ça s'appelait, les galeries du? Si je ne me trompe pas, c'est du Chiado, C-H-I-A-D-O. OK. Et donc, l'exemple chez nous, le meilleur exemple qui me vient en tête, en fait, c'est le Burks en diagonale. Et en fait, permettez de reculer et de répondre à votre question, franchement, est-ce que oui, il y a une valeur ajoutée à restaurer l'intérieur? La réponse est oui, absolument. Ça l'ajoute à ce cachet dans le commerce. D'autant plus où nous sommes dans une époque où on peut obtenir n'importe quel produit, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Tout réside dans l'expérience. Et tout l'argent du monde peut vous offrir n'importe quelle expérience moderne. Mais tout l'argent du monde ne peut recréer l'authenticité d'un patrimoine historique. En d'autres mots, vous avez beau aller à Las Vegas et visiter le Caesars Palace et prétendre que vous avez... C'est d'ailleurs un des centres d'achat les plus performants au monde, celui du Caesars Palace, mais ça ne remplacera jamais un billet d'avion pour Rome. Donc, je crois que nous avons tous hâte d'aller visiter. Donc, oui, la restauration de l'intérieur est une valeur ajoutée, non seulement pour nous collectivement, mais même pour le promoteur. Je vous amène sur un autre terrain aussi. On a parlé que la restauration et la revitalisation passaient par l'ensemble des pourtours du Square Phillips, qui lui-même va être aménagé. Alors, on a Burks qui a déjà fait un gros effort dans ce sens-là. On a le magnifique building sur le côté sud, le Cement Building. Et vous avez mentionné le troisième côté, le troisième biais. Est-ce que vous faisiez allusion à la tour de 61 étages qui va être bâtie ou bien plutôt aux 2 vieux bâtiments, l'ancien Orpheum qui est à l'est ou le bâtiment un peu années 50 qui est sur le coin sud-est? Canada Cement Building. Le Cement Building, lui, il est beau, lui. Plutôt l'ancien théâtre qui est, je pense, plutôt au coin est, à côté de la baie. En effet, au coin est, mais je ne pense pas que c'est celui qui est le théâtre dont vous faites référence. En fait, donc, je ne fais pas référence au One Square Phillips. Okay. Je pense qu'il est la tour dont vous faites référence. Je fais ici référence à l'immeuble à l'intersection Place Phillips et rue Sainte-Catherine, qui abrite en ce moment à l'intersection un Burger King, si je ne me trompe.
L'autre, si je ne me trompe pas, le théâtre dont vous parlez, c'est coin Aylmer et Sainte-Catherine. Exactement, le coin nord, l'ancien Orpheum. Ah, d'accord. Vous me l'apprenez, je ne savais pas comment ça s'appelait, ce qui était là avant, mais en effet, on espère qu'il y aura une intégration architecturale qui sera faite. J'imagine que vous allez surveiller le développement aussi des terrains qui sont à l'est de la baie. Ouais, absolument. Et on espère surtout, en fait, c'est une bonne façon d'exprimer pourquoi on est aussi agréablement surpris de voir cette volonté d'animer la rue. C'est que grâce au projet qui nous est proposé, s'il respecte, bien sûr, c'est toujours conditionnel à ce qui nous a été présenté. Alors, cette animation de la rue Aylmer, cas échéant, en ouvrant ses portes et ses fenêtres, ça l'encourage tout autre développement sur les terrains actuels de location de voitures Hertz, par exemple, ou le terrain vague qui est au coin Mayer, de faire la même chose et de, elle aussi, avoir une intégration architecturale qui s'ouvrira sur la rue et qui permettra d'animer tout ce secteur-là. Alors que l'inverse, si aujourd'hui un développeur nous proposait un projet aujourd'hui sur ces terrains-là, il n'y aurait pas de valeur ajoutée à ouvrir son immeuble sur Aylmer, puisqu'il serait reçu par un mur aveugle. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu comme du jardinage, hein? Tout est dans tout, là, ça prend un pour tirer l'autre. Et ici, en revenant aux composantes d'origine qui étaient ouvertes sur l'ensemble de la rue, on va encourager d'autres développeurs, ou du moins assurer le succès d'autres projets qui s'ouvriraient sur la rue. En fait, si vous me permettez un dernier exemple, c'est celui du Square Phillips. Vous verrez dans les prochaines années que le réaménagement du Square Phillips va non seulement bénéficier à tout le monde parce qu'il est merveilleux, mais cet immeuble dont nous venons de faire référence, qui abrite le Burger King à l'intersection Phillips et Sainte-Catherine, deviendra assurément certaines des plus belles terrasses que nous aurons au centre-ville de Montréal. Un vient avec l'autre. N'eût été de la restauration du Square Phillips, il aurait été virtuellement impossible d'envisager ce qu'on y verra dans les prochaines années. Suzanne? Oui, c'est un sujet qui revient souvent, c'est justement cette étude à la pièce. Et là, on parle de... Bon, c'est comme ça que le processus est fait. Hein. Aujourd'hui, on parle de ce bâtiment-là. Alors, j'ai profité de votre présence ici. Comme vous avez cette vision stratégique dans l'ensemble du centre-ville. Pour poursuivre dans votre idée, justement, de voir venir, de penser à l'effet domino, finalement, hein, qu'un développement peut avoir sur un autre et sur un autre. Et là, on a le Square Philippe qui vient un peu orienter, je dis un peu, beaucoup orienter, qu'est-ce qui peut se faire autour. D'après vous, quelle serait la façon de permettre ça? Je vous lance ça. Oui. Écoutez, c'est que j'hésite je dois vous parler au nom de mon organisation que je représente depuis peu et j'hésite à remettre mon chapeau de consultant en développement commercial. Je vous répondrai qu'en nous basant sur les meilleures pratiques, ce qui fonctionne pour éviter d'y aller à la pièce, il y a un exemple américain que j'aime bien qui est celui du Form-Based Code. C'est-à-dire, tout passe par les règles que nous aurons pour assurer l'intégration architecturale des immeubles au centre-ville. Il en va de même partout. En fait, c'est la clé de toute zone commerciale. Il est important de savoir que j'avais fait cette présentation quand on étudiait le dossier du Bourbon, en fait, dans le village, qui était de rappeler qu'il y a des principes de base en commerce, tel le rythme de la rue. Le rythme de la rue est le passage que vous passez entre chaque vitrine, entre chaque porte, la distance entre chaque rue, la hauteur entre les corniches et la rue. En fait, ce sont tous des principes qui existent depuis belle lurette, mais qui sont malheureusement uniquement appliqués par les grands propriétaires commerciaux qui ne gèrent que des grandes zones commerciales. Je vous parlais plutôt du Caesars Palace. Le Caesars Palace applique à la lettre ces principes. Et c'est bien simple, il recrée un village romain, n'est-ce pas? Alors, la solution passerait donc par un encadrement, ou du moins des lignes directrices claires pour ce qui est de l'intégration architecturale, au moins pour les 5 premiers étages des immeubles du centre. Jean, est-ce que tu as une question? Merci.
Non, merci. Non, non. Beau. Bien, il ne nous reste plus rien qu'à vous remercier, M. Castanera. Merci à vous. On va relire tout le verbatim de votre présentation avec beaucoup d'intérêt. Il y avait beaucoup de matière, alors je vous remercie encore une fois. Ça me ferait grand plaisir et je pourrais vous faire donc parvenir l'état du centre-ville qui sera développé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous n'avons pas de nouvelles de la personne qui était censée nous présenter une opinion de façon orale. Non, on l'a déjà appelé 3-4 fois, on lui a laissé un message, on va insister encore un peu, mais juste pour lui proposer de passer demain s'il le peut. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez... Je peux passer à l'étape suivante? Oui. Alors, OK. Alors, donc, ceci met fin à notre première soirée d'audience. Est-ce que la Ville ou les promoteurs désirent se prévaloir de leurs droits de rectification? M. Fahey ou bien Olivier Légaré, Mme Souvenir, est-ce que vous avez un rectificatif ou un complément d'information à ajouter en relation avec une des présentations que vous auriez entendues? Non, merci. M. Olivier, M. Fahey? Sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait eu de fausseté ou de fausses déclarations. Je vous dirais que M. Passier a dit beaucoup de choses, là, puis je pense que c'était plus dans des termes très généraux que spécifiques. Donc, je vais m'abstenir de commenter, puisqu'il n'était pas dans le spécifique, mais davantage dans le général. Et je pense que c'est un point de vue qu'il avait, donc on va respecter le point de vue de M. Passier, là, tout simplement. Annick, de ton côté? Non, moi non plus, j'ai pas entendu d'informations inexactes dans les commentaires qui ont été faits. Merci. Bon, bien, merci beaucoup à vous trois. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu les travaux de la commission et tout le personnel de l'Office qui était en soutien ce soir. Et merci à toutes et à tous présents en ligne également pour votre écoute patiente et respectueuse. Thank you for your participation et bonne fin de soirée. Merci.